Donc, je m'appelle Mariam, j'ai 23 ans. J'ai fait l'école normale supérieure d'enseignement, donc l'ENS d'Alger, ou l'école normale des sciences humaines, des lettres et sciences humaines. Et donc, j'habite à Alger. J'ai un podcast qui s'intitule Alger qui parle, mais sur lequel je ne suis pas trop active. Tu as combien d'épisodes? J'ai 3 épisodes. Ok. 3 épisodes. En fait, il y a des études, le stage, le mémoire, le travail. J'ai pas pu être très disciplinée, on va dire. J'imagine, oui. Et puis, c'est un podcast un peu éducatif, donc tu dois te préparer avant de faire un épisode. C'est ça. Il faut se documenter, il faut faire beaucoup de lectures et parfois on n'a pas le temps. Pour gérer tout ça. D'accord. Est-ce que tu peux me parler un peu de tes études? Tu as fait quelle spécialité? Oui, alors j'ai fait français à l'ENS. En fait, l'ENS, c'est là où on prépare des enseignants pour enseigner, que ce soit au primaire, au CEM ou bien au lycée. C'est mon cas. D'accord. Et donc, il faut savoir que c'est une formation assez riche, assez pluridisciplinaire, on va dire. Donc, on a eu sur les 5 ans des modules de sciences du langage, de littérature aussi, et de didactique. Enfin, un peu moins, mais voilà. C'est quoi didactique? Ça veut dire quoi? Didactique, c'est en fait, on t'apprend comment enseigner. Donc, il y a une didactique générale, didactique de la discipline. C'est vraiment lié à l'enseignement. Ok, alors tous les profs en Algérie passent par ce programme? Pas tous, ceux de l'ENS. Ceux qui font la fac, ils n'ont pas le même programme. D'accord. Ça change. D'accord. Voilà. Ok. La particularité de l'ENS, c'est que, comme j'ai dit, c'est une formation riche. Et donc, on a les 3 spécialités. Alors qu'à la fac, ils font 3 ans tronc commun. Et puis, ils choisissent une spécialité, donc que ce soit SDL ou bien littérature, pour faire des modules de spécialité, ce qui n'est pas notre cas. Nous, on les a déjà. Donc, voilà. Après, Anaya, le plus taillé, c'est que la particularité, c'est que depuis que j'étais en 3e année, j'ai commencé à me documenter, donc j'étudie beaucoup plus à partir des livres, donc des linguistes, des sociolinguistes. Nos profs à nous, donc, quand ils font leurs cours, c'est la même source en fait, ils s'adressent à ces linguistes. Donc moi, j'ai préféré m'adresser directement à la source, on va dire. Et je pense que c'est ce qui m'a aidée en quelque sorte pour développer mes connaissances. D'accord. Et du coup, tu as fait combien d'années? 3 ans? J'ai fait 5 ans. 5 ans, d'accord. Quand même. Donc, c'est pas mal. Et c'est ta dernière année? Oui, c'était ma dernière année. Ok. Est-ce que tu peux me donner une brève description de ton projet de fin d'études, sans trop rentrer dans les détails? Très bien. Donc, moi, j'ai travaillé sur l'expérience des langues vécues par des migrantes, des expatriés en Algérie, à Alger. D'accord. Et j'ai voulu travailler sur la langue en tant que vécue, en tant qu'expérience. Ok. Et non pas en tant qu'outil de communication. D'accord. Ce qui réduit d'ailleurs la langue. Donc voilà, j'ai essayé en fait de travailler sur leur expérience d'apprentissage de l'algérien comme langue, parce qu'elles sont en train d'apprendre notre langue. C'est des expatriés qui viennent d'où? De France. C'est des expatriées françaises. D'accord. Oui. Et je ne savais pas qu'elles sont nombreuses? Relativement. Ok. Relativement. Je pense que par rapport aux Américaines, je pense que elles sont beaucoup plus nombreuses. D'accord. Et du coup, tu es là pour... on va parler de langue, on va parler de l'algérien et la relation de l'Algérie et du peuple algérien avec les langues. Avec ces langues, oui. Donc tout à fait. voilà. Alors, on va commencer par le Darja. Alors, ce qu'il faut... il faut parler du fait que notre identité inclut le fait qu'on soit arabe. Mais le problème, c'est que si tu prends un Syrien, par exemple, et tu le mets en Algérie, les Algériens et ce Syrien vont avoir du mal à communiquer parce que ce n'est pas vraiment la même langue. Même si elle est peut-être la même source qui est l'arabe, mais un Syrien ne va pas vraiment comprendre un Algérien et un Algérien ne va pas vraiment comprendre un Syrien, même pas un Égyptien en fait. Je suis allé en Égypte et j'étais plus à l'aise à parler avec les Égyptiens en anglais qu'en arabe. Ouais. Parce qu'ils ne me comprenaient pas, je ne les comprenais pas.
Et j'ai pas mal d'amis syriens, irakiens, yéménis. Je leur parle en anglais, je leur parle pas en arabe. Parce que ils ne comprennent rien à l'algérien. Et je comprends rien au yéméni. Donc c'est assez bizarre le fait qu'on soit arabe, mais qu'on n'ait pas la même langue. Donc c'est pas la langue qui fait de nous des arabes. Qu'on se préclame arabe. Qu'on se préclame arabe. Alors, on n'a pas vraiment le même arbre généalogique. On n'est pas vraiment cousins. Oui. Donc génétiquement, on n'est pas vraiment arabe, mais aussi que d'autres. Même culturellement, on est assez différents. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ce qui est normal. Ce qui est normal. Donc c'est pas comme dire je suis allemand, parce que quand on est allemand, très probablement tu parles allemand. Mais quand tu es arabe, très probablement tu parles. Tu parles pas arabe. Tu parles pas arabe. Donc voilà, il y a carrément des arabes qui ne parlent pas du tout arabe. Donc au moins nous, notre langue elle a un peu des pourcentage assez important. Un certain pourcentage de mots arabes. Mais par exemple les Somalis, ils se proclament arabes, mais ils ne parlent pas du tout arabe. Eux alors c'est totalement une autre histoire. Oui. Ils ont des familles linguistiques totalement différentes. C'est ça. Donc ici en Algérie on parle algérien. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une langue, l'algérien? Oui. En fait, pour commencer, tu as cité un point pertinent. Au début, tu as parlé de l'identité. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que dès l'indépendance, les hommes qui avaient le pouvoir voulaient créer en quelque sorte une identité nouvelle. Un Algérien nouveau, une société nouvelle. Donc, ils ont voulu, et je pense qu'ils ont réussi en quelque sorte, créer une identité nouvelle, donc un État nouveau. Et donc, ils ont utilisé l'arabe comme langue officielle. Ils ont appliqué la devise « une langue, une nation ». Oui. Ce qui est déjà faux. Enfin, c'est pas trop pratique. C'est pas nécessaire. Oui, surtout une région où il y a la pluralité linguistique. C'est un peu con, de faire ça. Après, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi, justement, il y a un refus? On parle de refus de soi, une haine de soi. Des linguistes ont parlé de ça, des sociologues ont parlé de ça. Moi, sans avoir lu, en fait, des livres, j'ai pensé à ça. Et donc, ça a renforcé, justement, mon avis, après avoir lu d'autres linguistes, d'autres sociolinguistes qui ont travaillé sur ça. Donc, l'arabe, c'est pas notre langue maternelle. On va commencer par dire ça. Parce que c'est assez étonnant de voir, parce que moi, j'ai l'habitude de voir des gens qui disent « ma langue maternelle, c'est l'arabe ». Mais non, c'est pas ta langue maternelle. La langue maternelle, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi une langue maternelle. C'est la langue avec laquelle ta maman t'a parlé. C'est la première langue que tu as entendue, c'est la première langue dans laquelle tu t'es socialisé. Oui. D'accord. L'arabe, c'est une langue de scolarisation. C'est la langue officielle, nationale du pays, mais c'est pas la langue de notre quotidien. On a une langue. À un certain moment, c'était aussi la langue des dessins animés. Pour certains. C'est ça, oui. Pour certains, ouais. Pour certains. Oui. Après, si tu as remarqué, si tu sors dehors et tu parles arabe, on va s'éclater de rire. Oui. Ouais, je me suis posé cette question. Moi, une fois, je me suis dit, mais pourquoi ça fait autant rire? Pourquoi ça ne fait pas rire quand on parle français ou anglais? Parce que je pense que c'est parce que c'est un geste politique. Tu ne trouves pas? Quand tu parles arabe dans la rue, c'est que tu fais un effort pour parler arabe. C'est pas vraiment... C'est que c'est fake. C'est fake. Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas normal, tu vois, c'est pas spontané. Oui. Et notre langue à nous, on a une langue qu'on parle spontanément. Oui. Donc, cette langue-là, qu'on appelle Dalja, dialecte, ce qui est dévalorisant pour les langues. En fait, encore une fois, j'ouvre une parenthèse, il y a des approches différentes, on va dire. Tu trouveras ceux qui font linguistique arabe, dialectisation et tout, eux, ils sont beaucoup dans tout ce qui est dialectisation. Et d'autres ne le sont pas. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que la langue arabe,
a évolué. Et donc, il y aura El-Sina Arabiya, ils disent ça. Des langues arabes. Voilà, ils disent ça totalement. Et pour eux, c'est toutes les langues, les autres langues, parce que les langues évoluent, et tout le résultat, on va dire, le résultat, c'est des langues arabes. Sauf que c'est pas trop simple, alors que concrètement, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Donc, pour parler de notre langue à nous, c'est une langue... En fait, il faut revoir l'histoire, toute l'histoire de l'Algérie, toute l'histoire du Maghreb pour comprendre l'évolution de cette langue-là. Moi, pour le faire, justement, j'ai lu des ouvrages qui traitent l'histoire de notre pays. Il faut voir la successivité qui est arrivée, qui s'est faite en Algérie. Donc, au début, il y avait les Berbères avec leur langue. Ensuite, il y a eu les Phéniciens qui sont venus de l'actuel Liban. Et ils avaient leur langue qui est le punique. C'est une langue qui a été très, très présente, on va dire. Même les rois berbères de l'époque, par exemple Massinissa et tout, ils recevaient ils faisaient leurs études dans 2 langues, donc le berbère et le punique. D'accord. C'est pas tout le monde qui parlait punique, mais c'était quand même une langue qui était présente. Et on a des traces jusqu'aujourd'hui, je le parlais dans notre langue à nous, des traces puniques. Oui. Le punique, pour info, c'est une langue sémitique. Donc, elle partage la même famille que l'arabe. C'est la famille, l'hébreu aussi, oui. L'arménien aussi. C'est des langues sémitiques. Et quand on dit des langues de la même famille, ça veut dire qu'il y a des similitudes. Ok. Comme en français, par exemple, français, espagnol, portugais, italien, il y a des mots qui se ressemblent beaucoup. Oui. Là, on ne parle pas de déformation. Là, c'est important de le souligner, parce qu'il y a ceux qui disent un dialecte, c'est une langue qui a été déformée. Non, c'est une langue qui a évolué. Elle évolue en condition du contexte géographique, politique, mais aussi de la langue qui était présente avant. On parle de base. Oui. Donc, on sait que la linguistique contrastive travaille sur ça. Quand tu as une langue L1, donc ta langue maternelle, et tu vas apprendre une autre langue, il y a des liens qui se font entre les deux. Donc, toi, tu vas apprendre cette langue par rapport à ta langue maternelle. Ta référence, c'est ta langue maternelle. Donc, les évolutions qui se font, c'est probablement lié à ça aussi. Oui. Donc, ce n'est pas une déformation, c'est une évolution. Et c'est comme ça que ça marche partout dans le monde. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on peut définir une forme de communication comme langue? Quand est-ce qu'on peut appeler une langue vraiment, officiellement? Oui. Enfin, pas officiellement, mais voilà. En fait, il y a plusieurs définitions de la langue. Après, moi, je vais donner la définition de la linguistique, qui est la science qui étudie la langue. Donc, son objet d'étude, c'est la langue. Je pense que c'est la définition la plus légitime. Je vais t'interrompre. Je pense que sur ton podcast, tu as dit qu'une langue, c'est défini par le fait qu'elle soit officialisée par un gouvernement. Oui, c'est un des critères qui font la différence entre une langue et un dialecte. Sauf que je ne suis pas vraiment d'accord parce qu'il y a des peuples dans le monde qui n'ont pas de gouvernement mais qui ont une langue. C'est une langue, oui, effectivement. Oui. En fait, ça, c'est pour dire beaucoup plus qu'un dialecte, c'est une langue. Qu'une langue, c'est un dialecte qui a un pouvoir politique. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des dialectes, linguistiquement parlant, c'est des langues. Mais c'est des dialectes actuellement, ils sont considérés comme dialectes parce qu'ils n'ont pas un pouvoir politique. D'accord. C'est pas dans ce sens-là. Ok. Donc, ce que j'allais dire, c'est que linguistiquement parlant, une langue, c'est un système de signes, un système qui est constitué d'un lexique et des constituants ou des classes grammaticales. Donc, tu as des langues qui ont des noms, des adjectifs, des prépositions, des conjonctions. D'autres langues, peut-être, ils ont d'autres classes grammaticales. Ok. Déjà, il y a ça. Donc, ça, c'est le système. Et puis, le fonctionnement de ce système. Comment on arrive à... Comment on arrive à le manier? Comment on arrive à classer? Enfin, mettre chaque classe dans sa propre place. Le fonctionnement. Donc, ça, c'est beaucoup plus la syntaxe, qui est différente d'un système à un autre. Il y a des langues agglutinantes, il y a des langues flexionnelles. C'est vraiment la constitution du lexique même. Comment on arrive à créer un nouveau mot? Est-ce qu'on ajoute un suffixe? Est-ce qu'on ajoute un autre mot carrément? Tu vois?
Ça aussi, ça diffère d'une langue à une autre. Donc, une langue, c'est un système de signes qui est partagé par une communauté linguistique. Oui. Là, on précise. Donc, c'est une communauté linguistique. Pourquoi? Parce que c'est possible d'avoir sur le même territoire plusieurs communautés linguistiques. C'est pour ça, c'est possible aussi que sur le même territoire, il y a des dialectes, des langues, en vrai, qui sont peut-être différentes, des langues qui sont différentes. Et donc, c'est possible qu'un citoyen qui parle un certain dialecte n'arrive pas à comprendre un autre dialecte, alors qu'on dit que c'est des dialectes de la même langue. Donc, on devrait communiquer. Oui. Je ne sais pas si je pense c'est assez clair. Ouais. Voilà. Ok. Et du coup, est-ce que l'algérien, c'est une langue? Est-ce qu'on peut appeler ça une langue, d'après toi? Oui. Alors, linguistiquement parlant, encore une fois, c'est une langue. Parce qu'elle a son propre système à elle. Elle a sa propre syntaxe. Il y a des différences entre la grammaire arabe et la grammaire algérienne. Absolument. Pour illustrer, je donnerai par exemple le duel. Le duel n'existe pas en algérien. Par exemple, les prénoms personnels qu'on utilise pour dire vous, quand il y a un groupe de 5 personnes ou 2 personnes, on dit ntouma. Ntouma, ça ne change pas. Ok, il n'y a pas... Il n'y a pas de duel comme en arabe, on dit ntouma. Ntouma, ok. Ouais. Ou alors hunna, ou oui. alors... Il y a aussi un autre exemple que je donne. En fait, quand je donne des cours d'anglais, il y a le présent continu, donc the present continuous, et il est formé de sujets et puis comment on appelle ça? J'ai oublié comment on appelle, mais voilà. Donc sujet plus to be plus to be plus verb plus ing. Ing, voilà. Et c'est un peu la même chose avec l'algérien, parce que pour dire je suis en train de faire quelque chose en algérien, en anglais on dit I am eating a pizza. En français, rani nakul pizza. Oui. Donc c'est exactement la même forme qu'en anglais, mais c'est pas la même forme qu'en français ou bien en arabe. En arabe, on dit ana akulu pizza. Oui, c'est ça. J'ai lu ça d'ailleurs hier, parmi les différences grammaticales. Ça, j'ai découvert ça par hasard en donnant cours, en essayant d'expliquer à nos élèves le présent continu. Oui. C'est ça. Il y a des formules justement syntaxiques qui diffèrent, qui sont propres à ce système linguistique, ce qui est normal. Je vais relancer les caméras, mais continue. Donc, il y a aussi une autre différence. Par exemple, pour exprimer la comparaison ou le superlatif, en arabe, on dit « hada taflo ajmal min ». En algérien, on dit « shbab ala ». « Hada shbab ala hadak ». Ala hadia, c'est une préposition qui est retrouvée aussi dans la langue punique. D'accord. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il y a des traces de punique dans notre langue. Ouais. Au sein de notre langue. D'accord. Est-ce que tu penses qu'on devrait fonder une académie pour l'algérien? Est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée pour notre société? Ça serait déjà une bonne idée. Pour le faire, justement, il faut le reconnaître comme langue officielle. Ok. Ce qui est nécessaire, à mon avis. Pourquoi? Mais ce qui est... Pourquoi est-ce nécessaire? Pourquoi c'est nécessaire? Parce qu'à un moment donné, il faut se réconcilier avec sa propre identité. Déjà, il faudrait qu'il y ait une sensibilité linguistique parce que les gens ne savent pas. Quand ils te disent c'est de l'arabe, ils savent pas, ils ignorent leur histoire, ils savent pas la langue, cette langue, elle est constituée elle fait partie de quelle famille linguistique, c'est quoi, tu vois. Et donc, il y a un refus de soi, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. J'avais remarqué justement en parlant de ça, la dernière fois, il y a eu un feuilleton algérien qui a été traduit en syrien. Le feuilleton, c'était, je sais plus c'était quel titre, mais là où il y avait Abdelkader Djelio, c'est ça, l'acteur. Je connais Maw'id Ma'al Qadar ou le Baza, c'est tout. Ah, ouais. C'est très ancien ça. Mais là, récemment, il y a eu un film. L'acteur principal était Abdelkader Djelio. Et donc, il a été traduit, il a été, je pense, diffusé sur des chaînes arabes. Je ne sais plus de quel pays, mais bon. Donc, ils ont fait carrément la traduction. La traduction.
Donc, ils ont enlevé notre langue à nous, ils ont ramené des interprètes, plus précisément. Pour traduire l'arabe. Ils ont interprété. Vers l'arabe. Un peu. Ils ont interprété l'algérien vers le syrien. Vers le syrien. Oui. Qui sont ce qu'ils ne comprennent pas. Ouais, c'est finalement des langues différentes. Oui. Ok. Ce qui est évident, mais on se voit la face. C'est ça. Et qu'en est-il du coup de la langue berbère? Oui. En fait, justement, pour parler de ça, hier, j'ai essayé de faire une certaine illustration pour illustrer les familles linguistiques qui sont présentes dans le nord africain. Je vais te montrer. Donc, la toute grande famille, c'est la famille afro-asiatique. Montre à la caméra. Mais c'est pas trop esthétique, on va dire. Je vais zoomer, c'est pas grave. Donc, la plus grande famille, c'est la famille afro-asiatique. Ça, c'est le nord africain. C'est pas parce qu'après, il y aura d'autres familles linguistiques. Donc, il y a deux familles. Pour commencer, donc il y a la famille berbère qui regroupe plusieurs langues berbères qu'on va appeler des variations, mais c'est des langues. D'accord. Donc on a le kabyle, le chelhi, telgui, je sais pas quoi d'autre, mais il y en a. Et l'autre famille, c'est la famille des langues sémitiques. C'est là qu'on retrouve le peunique, l'arabe, l'hébreu, l'arménien, etc. Donc ça pour dire que les langues berbères, ils constituent une famille à part entière. C'est la famille des langues berbères. Donc, le berbère, il faut aussi se référer à l'histoire. Il faut voir dans quelles conditions, déjà, il y a eu l'intégration de l'arabe. Parce que ça a pris beaucoup de temps, ça a pris des siècles. Et justement, pour parler de ça, le berbère, il a été une langue, là où il était vraiment présent. C'est une période où il y avait le latin, le peunique. Et là, c'est des langues mortes. Donc, ce qui est bien déjà, c'est que ces peuples-là, notre peuple à nous, il a su garder, donc préserver sa langue jusqu'aujourd'hui, alors que les autres langues sont mortes. On enseigne le latin dans des écoles, mais on retrouve pas... Des personnes qui parlent le latin. C'est ça. D'accord. En fait, j'ai vu sur TikTok une vidéo qui montre des livres français qui parlent de la société algérienne pendant le 19e siècle. Et entre autres, ça parlait du vocabulaire algérien. Oui. Et c'était finalement des choses qui se disaient à l'époque qu'on dit toujours. Par exemple, le vocabulaire qui était utilisé chez le coiffeur durant le 19e siècle est toujours utilisé aujourd'hui. Donc ça prouve que l'algérien, c'est pas vraiment une langue récente. Oui. C'est pas un produit d'arabe, français, espagnol et berbère comme on le dit, mais plutôt c'est quelque chose d'un peu plus profond. Oui. En fait, au début, comme je l'ai dit tout à l'heure, les berbères étaient devenus bilingues. Donc, ils parlaient berbère et peunique. Oui. Le peunique, comme je l'ai dit, c'est une langue sémitique. Donc, ils partagent énormément de choses avec l'arabe. C'est venu d'où, le peunique, en fait? Le peunique, c'est les Phéniciens qui sont venus de l'actuel Liban. Ok. Voilà. Et donc, ils ont construit Carthage. Donc, il y avait la civilisation carthaginoise qui était très puissante. Oui. Donc, le peunique, il a duré pendant des siècles. C'est pour ça qu'on retrouve cette race jusqu'aujourd'hui. Donc, ils étaient devenus bilingues. À un moment donné, ils étaient bilingues aussi, ils parlaient le latin. Puis, il y a eu les Vandales qui sont venus, ils ne sont pas restés longtemps. Ils sont repartis. Il y a eu les Byzantins avec le latin aussi. Et puis, les Arabes. Donc, l'arabe, ça a été très compliqué. Donc, la résistance berbère, on résiste, ils repartent, ils reviennent, tu vois. Et puis, à un moment donné, il y a eu justement l'arabe, le turc, l'espagnol, le peunique qui coexistaient, le berbère, ce qui est évident, qui coexistaient. Et donc, ça a évolué pour donner la langue qu'on parle aujourd'hui. Ok. Qui est notre dialecte courant. Et du coup, est-ce que tu penses que les langues berbères ne sont pas des langues qui sont en voie de disparition? Si, malheureusement. Ouais. Parce que c'est une minorité. Et ça, c'est le produit justement de l'arabisation. Ok. Que ce soit avant ou après. Enfin, après, ça a empiré les choses encore plus, parce qu'elle n'a pas été reconnue comme langue officielle par les politiciens. Mais avant, il faut souligner aussi les premiers Arabes qui étaient venus, leur premier souci était la religion. Oui.
Donc, ils voulaient vraiment islamiser, convertir. Leur devise, c'était convertir ou tuer, un truc comme ça. C'était vraiment la mort ou tu te reconvertis. Et puis, c'est beaucoup plus les Arabes. C'est pas très... L'Empire arabe n'est pas connu pour ça, par contre. Je ne suis pas sûr comment ça s'est passé au nord africain, mais je sais qu'en Espagne, tu n'étais pas obligé de te convertir à l'islam. En Espagne, c'était après. Okay. C'était après nous. Ouais, c'était après nous. Oui. En Espagne, les musulmans étaient toujours minoritaires en Espagne pendant la période andalouse. Et c'était, je pense, aussi durant l'épogée de l'Empire arabe, les musulmans étaient moins de 5% de la population. Après, en Andalousie, c'est pas la même chose en fait. C'est pas le même contexte. L'Andalousie, par contre, les Arabes de l'Andalous, ils sont connus pour leur civilisation, leur intérêt pour les arts. C'est pas du tout la même chose. Ouais. En fait, les Arabes déjà sont différents. Les premiers qui étaient venus, c'était les Arabes du Hijaz, côté Yémen, Hijaz. Oui. Les Arabes qui sont venus par la suite, les Banu Hilal, ils sont venus de l'Égypte. Oui. Enfin, ils étaient venus de je sais pas où. Après, ils étaient devenus d'Égypte directement. Et donc, ils étaient connus pour leur barbarie. Ils étaient connus pour... il y avait l'injustice qui régnait. Ils imposaient aux Berbères de payer des impôts. Oui. Ce qui existe en islam, c'est jizya. Oui. Après, c'est pas trop logique de payer des impôts sur ta propre terre. Non. Non, c'est pas logique. Non. Et donc, il y a eu justement un chef berbère qui a écrit une lettre il a adressée à un prince ou un roi en Syrie. Et donc, là où il s'est plaigné, il disait qu'on subit vraiment une injustice, les autorités, on nous vole nos filles, et ça parce que nos autorités se considèrent comme supérieures, parce qu'ils parlent arabe, une langue sacrée, parce qu'ils sont musulmans. Donc, il n'y avait même pas la liberté ils n'étaient pas libres de choisir leur propre religion. Ok. Donc, ça pour dire qu'ils ont refusé au début, les Berbères, de devenir arabophones. Mais par la suite, les Banu Hilal, ils ont imposé. Et pas que la langue. Ils ont même imposé, ils leur ont imposé de changer leurs habitudes vestimentaires. Donc, là, on voit que l'identité, elle a commencé à changer. Oui. Et ça, c'était beaucoup plus les Berbères qui étaient dans les villes. Parce que ceux qui étaient dans les montagnes, ils ont pu préserver leur propre langue. Les autres, ils étaient limite obligés d'abandonner leur langue. D'accord. Et leur culture aussi. Oui. C'est pour ça aujourd'hui, le berbère est en voie d'extinction. D'accord, d'accord. Et du coup, un truc qui s'est passé assez drôle d'ailleurs, qui participe à la sauvegarde de la langue berbère, c'est l'intégration du berbère sur Google Traduction. On ne sait pas qui l'a fait, comment ça a été fait, mais pour moi, c'est un réveil qui sonne et qui nous dit, voilà, nous sommes en train de perdre cette langue et il est temps de faire des choses pour la sauvegarder. Est-ce que tu penses que c'est... déjà, en fait, quand j'ai partagé sur Instagram que le berbère est aujourd'hui disponible sur Google Translate, ça a dérangé pas mal de gens. Il y en a beaucoup qui se sont plaignés. Ouais. Pourquoi ? Donc, je suis pas vraiment rentré dans les discussions, j'ai pas vraiment répondu au message, mais certains pensent que c'est politique, d'autres pensent qu'ils sont en train de mettre en avant un dialecte berbère en délaissant d'autres dialectes, au dépit de d'autres dialectes. Donc je ne sais pas vraiment de quoi ils se sont plaints, mais voilà, tout le monde n'était pas content. Donc est-ce que tu penses, toi, que c'est une bonne... Mais ceux avec qui tu as parlé. Oui, c'est ça. Donc est-ce que tu penses que c'est une bonne chose que Google Translate ait intégré la langue berbère? Oui, en fait, ça, c'est récent. C'est très récent. Et Google Traduction, elle a intégré plusieurs langues, pas que le berbère. Okay. Il y a eu, donc, je disais, il y a eu 110 langues qui ont été intégrées. Parmi eux, le breton, par exemple, qui est considéré comme un dialecte en France. Donc, moi, je trouve... j'ai pas trouvé d'article qui parle ça parce que c'est très récent. Mais je trouve que c'est une bonne action. Je trouve qu'il y a un intérêt pour les langues minoritaires. Encore une fois, c'est des langues, c'est pas des dialectes.
Ouais. Alors là, pour le berbère, c'est une langue, elle a été reconnue. Et le breton aussi, c'est une langue. Et donc, je trouve que il y a eu quand même, enfin, actuellement, on est beaucoup plus sensibilisé au plurilinguisme, au fait qu'il y a plusieurs langues, au fait que les dialectes, c'est pas des langues déformées, c'est pas des sous-langues, c'est des langues. Oui. D'accord. Et donc, je pense que c'est une bonne action pour reconnaître encore plus et valoriser ces langues-là. Oui. En fait, j'ai un problème que je rencontre en tant qu'Algérien. C'est le fait que si jamais j'ai envie d'écrire un livre, et j'ai pensé à ça depuis très longtemps, quelle langue je vais choisir? Le français, qui n'est pas parlé par la plupart des Algériens, parce qu'il y a 2/3 des Algériens qui ne comprennent pas français du tout. En anglais, qui est une langue internationale peut-être. En arabe, ce n'est pas compris par aussi plein d'Algériens. Je ne sais pas si c'est la plupart qui ne vont pas comprendre arabe, mais voilà. Ce n'est pas la langue avec laquelle je réfléchis. J'écris en delja ou bien en algérien, mais je ne sais pas vraiment écrire en algérien. Et puis, je trouve quand même que l'algérien a beaucoup de lacunes. Il y a des termes que je ne trouve pas en algérien. Il y a des expressions que je ne trouve pas en algérien. Des expressions où je suis obligé de parler français pour les exprimer. Alors, je n'ai pas d'exemple là tout de suite. Est-ce que c'est lié à des sciences? Est-ce que c'est scientifique? Par exemple, ça peut être scientifique. Oui. Il y a la fameuse scène dans le film L'Oranais, oui. où il lui a dit, voilà, comment je vais dire la scie électrique en arabe. Bon, ça, c'était pas non, mais vraiment ça, pour non, la ça, derja. c'était arabe fusha. Oui. Donc, parce qu'il ne savait pas, parce qu'il ne parlait pas. Oui. C'est le minchar al-kahraba'i, en fait. Oui. Mais il ne savait pas le dire. Mais même en delja, est-ce qu'il y a un terme pour ça? Je ne suis pas sûr. Minchar d'électricité, peut-être. Je ne sais pas trop. Oui. Voilà. Parce qu'on a tendance à prendre des emprunts, justement, d'autres langues, et surtout avec le français, et ça marche. Avec le... Oui, et en ce moment, même avec l'anglais, mon podcast est connu pour ça. J'ai plein d'invités qui viennent ici et qui parlent, qui disent une phrase en anglais, en français et en arabe. Oui. Donc tu trouves l'anglais, l'arabe, l'anglais, l'algérien et le français dans la même phrase. Ouais, on a tendance à traduire. Ouais, quand je mets ça sur TikTok, il y a plein de gens qui trouvent ça ridicule. Mais c'est comme ça que les jeunes Algériens parlent en ce moment. Parce que, non, en fait, c'est pas ridicule, mais les bilingues ou les plurilingues ont toujours ce comportement-là, parce que justement, notre cerveau fonctionne en plusieurs langues. Et donc, c'est pour ça que tu as une idée dans une langue et une autre dans une autre langue. Ce qui est normal. Tu ne peux pas t'empêcher. Après, oui, si tu vas parler directement, uniquement avec un anglophone ou un francophone, tu vas poursuivre dans la même langue. Mais si tu sais que l'autre personne, elle comprend les trois, tu vas alterner automatiquement dans les trois. Ouais. Mais donc, après, est-ce que je pourrais écrire un livre en delja? Oui, en fait, ça a été déjà fait. Je ne sais pas si tu sais. Non, je ne sais pas. Ça a été déjà fait. Le livre, il a été écrit par Alaa Seba, je crois. Seba ou... Et le titre, c'était... Je ne sais pas si c'était Hizia ou... En tout cas, il y a un livre, tu tapes, tu vas trouver. Il a été écrit en algérien. Et lui, il l'a écrit en caractère latin et en caractère arabe. D'accord. Donc, il a fait 2 parties. Ok. Caractère latin et caractère arabe. Oui, parce qu'on se demande des fois comment écrire... par exemple, le punique, à un moment donné, il a été écrit en latin. Et à un autre moment, il a été écrit en lettres arabes. Et du coup, c'est le même livre qui a été... Oui, en fait, il a fait comme ça. Il a fait deux parties. Et c'est les mêmes choses qui sont dites dans les 2 parties. Donc, c'est la même... C'est les mêmes propos, juste il a transcrit, on va dire, en caractère latin et en caractère arabe, si je peux dire. Mais c'est dommage parce que ça limite le peuple algérien à s'exprimer. On a du mal à écrire, je trouve. Parce que si le fait qu'il ait écrit en deux formats différents, ça prouve qu'il y a une certaine indécision, il y a une certaine...
comment dire. Oui, mais ça, c'est normal parce que pour l'instant, elle n'a pas été reconnue comme langue officielle. Donc, on n'a pas fait un choix politique. Donc, chaque individu, il est libre. Moi, je peux écrire en caractère latin et toi, tu peux faire le choix pour les caractères arabes. Ouais. Mais si on la reconnaît comme langue, on va prendre un choix politique et donc on aura un caractère précis. Ok. Est-ce que tu as vu le film Arrival? Oui, c'est un de mes films préférés. Ouais. Le film traitait comment la linguiste, elle a pu traduire un langage qui nous est totalement inconnu. Ouais, établir une communication avec des créatures complètement alliées. Voilà. Et ça a aussi parlé du fait à propos du fait qu'une langue, ça te donne une certaine façon de réfléchir. Oui. Donc apprendre la langue extraterrestre nous donne un pouvoir sur le temps dans ce film. D'accord? Et en fait, sur mon dernier podcast, j'ai parlé de ça. J'ai donné un exemple. Par exemple, le mot fun, ça existe en anglais, mais ça n'existe pas vraiment de la même manière en français. Et ça n'existe pas vraiment de la même manière en arabe. Et c'est pour ça que les anglophones font des choses juste pour le fun. Tu vois, just for fun. Parce que quand ils y pensent, ok, je vais dépenser de l'argent, ça va me prendre peut-être beaucoup de temps, mais I'm doing it for fun. Tu vois, donc fun, le fait que ça existe ce mot, ça peut être une raison. Pour le plaisir, ça peut être, pour mon propre plaisir à moi. C'est ça. Mais en français, tu peux pas vraiment dire fun parce que pleasure et fun, c'est pas vraiment la même chose. Ouais, on peut retrouver des nuances. Voilà, donc il y a un comportement qui se produit grâce au fait qu'on parle une certaine langue. Oui, en fait, c'est une théorie. On parle de théorie Sapir-Whorf, si tu as déjà entendu parler. Ouais. Et aussi d'autres philosophes avant Sapir et Whorf, parce que c'est deux personnes différentes. Il y a des philosophes qui ont déjà parlé de ça. Par exemple, Humboldt, un philosophe allemand, qui pour lui, la langue, une langue qu'on maîtrise, elle nous impose une certaine façon de voir les choses. Et donc là, la langue, et je trouve que c'est vrai, parce que des fois, si dans ta propre langue, il n'y a pas un terme qui représente un concept, est-ce que tu vas réfléchir à ce concept-là? C'est ça. Ça peut limiter ta réflexion. Oui. En fait, c'est une polémique parce que, en même temps, tu peux dire que des fois, tu penses à une idée, tu n'arrives pas à l'exprimer parce qu'il n'y a pas des mots. Mais je trouve quand même que c'est limitant. Et je pense que chaque langue, elle reflète la culture et l'identité de ses locuteurs. Ça a été prouvé. Moi, j'ai travaillé sur ça d'ailleurs. D'accord, sur ton projet de fin d'études. C'est ça. D'accord. Récemment, j'ai été à The Hive Speaking Club. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Je pense que tu as partagé une story. Ouais. Donc, c'est un club où des jeunes se retrouvent et discutent en anglais, ont des débats en anglais. Et du coup, l'un d'eux parlait du fait que quand on revient en Algérie, c'est pas pour bénéficier l'Algérie, celui qui a c'est dit plus par égoïsme. Par égoïsme, il a utilisé le mot selfish. Mais par contre, ce qu'il voulait dire, c'est que en étant égoïste, on bénéficie l'Algérie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il voulait utiliser le mot, exprimer l'égoïsme, mais de façon positive. Sauf que selfishness, c'est par définition négatif. Ouais. Donc, il a eu du mal à s'exprimer, à vraiment exprimer son idée. À cause du fait qu'il n'y a pas vraiment de mots pour exprimer le fait d'être égoïste, mais de façon positive. Ça veut dire que penser à soi-même et prioriser soi-même, c'est quelque chose de bien dans certaines situations. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et ça n'existe pas vraiment dans la langue anglaise en tout cas. Du coup, on retrouve ça d'ailleurs, oui, vas-y. En allemand, par exemple, il y a des mots qui n'existent pas en français ou en anglais. Et l'allemand, c'est connu pour être une langue de réflexion. Ouais. Il y en a beaucoup de philosophes allemands qui sont connus. Donc, oui, pour dire que déjà, entre les synonymes de la même langue, il y a des nuances entre les synonymes. Alors là, quand tu traduis, on dit souvent, traduire, c'est trahir. Donc, tu perds du sens en traduisant.
Parce que tu réfléchis pas de la même façon dans toutes les langues. Ouais. Et c'est pour ça que chaque langue, elle reflète l'identité de ses locuteurs. Et c'est pour ça, c'est évident de reconnaître l'algérien comme notre langue à nous. Parce que sinon, notre identité, on est perdu. Il y a une certaine schizophrénie. Juste pour revenir sur un autre exemple l'aspect d'ailleurs, à un certain moment, il y avait les Espagnols et les Aztèques qui essayaient de communiquer, et les Espagnols avaient une esclave aztèque. Et non, c'était plutôt une esclave maya. Maya. Oui. Et à un certain moment, les Mayas voulaient dire à Cortés, qui était un général espagnol, ils voulaient lui dire, voilà, on te trouve très bizarre. Ça fait penser à un linguiste qui s'appelle Joseph Cortés. Ouais. Ils voulaient lui dire qu'on te trouve très bizarre, parce que les habitudes de Cortés n'étaient pas normales pour eux. Mais elle avait peur de dire à Cortés que ils te trouvent bizarre. Le gars avec qui tu parles te trouve bizarre. Parce qu'en fait, il l'a violenté plus tard. C'était une esclave. Et du coup, elle a utilisé un autre mot qui était un peu moins rude, un peu moins méchant, mais qui voulait dire étrange et Dieu. Tu vois? Et en fait, elle parlait en mayan, et il y avait un traducteur espagnol qui recevait le maya, la langue maya, et qui la traduisait en espagnol. Excuse-moi. Et du coup, en fait, c'était pas, il ne communiquait pas avec les Mayas, mais plutôt avec un autre peuple. J'ai oublié le nom du peuple. Mais du coup, le gars a compris Dieu et a dit à Cortés qu'il pense que tu es Dieu. Et du coup, Cortés a écrit sur ses documents qu'ils ont utilisé ce mot pour me dire voilà qu'ils pensent vraiment que je suis Dieu et tout ça. Donc, mais après, plus tard, on a compris qu'il voulait vraiment dire que t'es bizarre. Donc voilà, mais du coup, on se demande que si l'algérien, notre langue algérienne, ne nous limite pas sur certaines choses. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'on a des limitations dans notre société à cause de la limitation, à cause des limitations de la langue algérienne? Et bien sûr qu'on se voit pas la face, on a beaucoup de limitations dans la langue algérienne parce que quand on voit l'anglais, par exemple, le dictionnaire anglais est mis à jour chaque année. Oui. Donc il y a des centaines de mots. Parce qu'il la reconnaît comme langue. C'est ça. Il est reconnu. Le fait qu'on ne reconnaisse pas notre langue, on a du mal à la faire évoluer. Et on ne l'utilise pas pour des fins académiques, on ne l'utilise pas pour des fins littéraires. Et du coup, je pense qu'à un certain moment, on risque, la langue est limitée. Mais est-ce que tu penses qu'on est limité, nous, en tant qu'Algériens? Non, parce que les Algériens, généralement, c'est des plurilingues. Encore, ouais. C'est tout à fait le contraire. Nous, on a accès à plusieurs systèmes différents. Donc, justement, si il y a toujours des monolingues, parce que c'est pas très probable, mais c'est beaucoup plus les monolingues qui risquent d'être limités. Nous, même ceux qui parlent pas français dehors. Moi, quand je parle français dehors, on me comprend. Même si eux, ils parlent pas français. À Alger. Mais hors Alger, oui. Tu auras beaucoup du mal à te faire comprendre en français. Ouais. Mais quand je parlais justement avec ces expatriées françaises qui vont partout, au sud et tout, elles arrivent quand même à communiquer. Ok. Après, oui, mais je vais pas dire que... limitée, j'imagine. Oui, ouais. C'est ça. Mais c'est pour dire que c'est vrai qu'un monolingue, c'est lui qui risque d'être limité. Nous, pour ceux qui... Je pense qu'il y a beaucoup de bilingues au plurilingue. Ouais. Parce qu'après, déjà, il y a le français et l'anglais au primaire. Donc... Il y a français, anglais et arabe au primaire. Donc déjà, ouais.
C'est ça. Donc oui. Après, oui, moi j'ai compris ce que tu veux dire. Et c'est normal que le fait que l'anglais c'est une langue qui évolue parce que c'est une langue qui est reconnue comme langue. Et d'où l'importance justement de reconnaître l'algérien. Parce que quand on le reconnaît, c'est là que le travail d'enrichissement et de normalisation, il aura lieu. D'accord, c'est ce qui s'est passé avec le maltais par exemple. Le maltais c'est un très bon exemple parce que ça ressemble beaucoup à notre cas, à nous. Eux, c'est méditerranéen. Ils ont été plus intelligents, les maltais, parce que eux, quand ils ont eu leur indépendance, il y a eu des problèmes au début. Ils ont remarqué que voilà, il y a une élite qui parle anglais. Le maltais, on l'appelait à ce moment-là une langue de cuisine. Parce que c'était vraiment des autochtones qui étaient des personnes qui n'avaient pas vraiment un niveau intellectuel ou social, un bon niveau, qui parlaient maltais. Donc ils ont remarqué qu'il y a eu une déglossie, donc une problématique par rapport aux langues, et ils ont fini par choisir le maltais comme une langue nationale qui va représenter tous les maltais. Et donc c'est là qu'ils ont commencé à produire, à écrire, tout ce qui est littéraire. Il y a eu la production littéraire, une production scientifique et tout, parce qu'il y a eu des institutions qui étaient chargées de faire ça. Est-ce que tu penses qu'on connaîtra le même sort ici en Algérie dans le futur proche? Il y a des personnes qui militent pour reconnaître... Déjà le fait que la langue berbère a été reconnue en 2017. C'est pas trop tôt. C'était pas trop tôt. On a quand même des plaques de signalisation écrites en berbère. Oui. On a des documents officiels qui sont écrits en berbère. Mais il y a eu des conséquences pour ce retard. Absolument. Ouais. Je pense que c'est possible. On pourra garder l'espoir. Ouais, il faut limiter. Du coup, voilà. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Pas grand-chose. Je pense que en fait, parler de tous ces thèmes-là prend beaucoup de temps. Parce que moi, justement, pour préparer ce podcast-là, j'ai lu des articles, j'ai lu des ouvrages. Il y a vraiment des sociolinguistes qui ont beaucoup travaillé sur ça. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je pense que 2 heures ne suffisent pas. Je sais pas, là, on est à... On est à 1 heure. Oui. Donc, je croyais que ça va durer 2 heures, mais pour dire que ça suffit pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'il y a du travail académique qui se fait pour le bénéfice de la langue algérienne? Oui. Il y a des linguistes, comme je l'ai dit, qui travaillent sur l'algérien. Et moi, j'aimerais le faire. Ils font quoi comme travail? D'ailleurs, il y a des logiciels, on appelle ça des outils NLP, c'est des logiciels qui analysent des langues. D'ailleurs, ça a été beaucoup fait pour le tunisien, pour l'égyptien, un peu moins pour l'algérien, parce que ce logiciel-là, il rencontre des problèmes pour l'algérien. Parce que phonétiquement parlant, c'est trop différent, déjà, pour commencer. C'est différent du tunisien? Non, pas du tout. Je parle de l'égyptien beaucoup plus. Ouais. Et du coup? Et donc, il y a eu des difficultés, justement, pour traduire, par exemple, l'algérois à l'arabe. L'algérien qu'on parle à Ennaba, il est beaucoup plus facile, on va dire, à traduire à l'arabe que l'algérois. Oui, j'imagine. Et donc, il y a des études aussi qui se font sur le plan sémantique, il y a beaucoup de travail. Ouais, mais par contre, ce que j'ai aussi remarqué, c'est qu'il y a l'intelligence artificielle qui comprend l'algérien. Je ne sais pas si tu as essayé de parler en algérien avec ChatGPT. Non, je n'ai pas essayé. Ça marche. Ah, c'est bien. Et c'est incroyable. J'ai pas essayé avec la voix, mais d'ailleurs, je vais tout de suite... Ça veut dire qu'il a été alimenté. Et il a notre système. D'ailleurs, la première fois que j'ai remarqué ça, c'était sur Facebook. Il y a des gens qui mettent des posts en algérien et Facebook les traduit en français et en anglais. Il les traduit très très bien d'ailleurs. Donc à un certain moment, je me suis dit wow. C'est bien ça. Comment ça s'est fait? Alors je vais essayer. Tu vas essayer sur ChatGPT? Can I speak to you in Algerian dialect? تفهمني كي نهضر معاك؟ نعم نفهمك مليح. واش راك حاب تحكي؟ نعم c'est bien.
احكي لي كيفاش نهضروا الجزائريه وشنو هو الفرق ما بين الجزائريه والعربيه. أكيد اللغة التزيرية هي الدارجة الجزائرية وتستعمل بزاف في الحياة اليومية. هي خليط من العربية الفصحى، الأمازيغية، الفرنسية وحتى الإسبانية والتركية. مثلا نقول كيف شراك بدلا من كيف حالك في العربية الفصحى. واحد من الفروقات هو المفردات، حيث نستعمل كلمات من لغات مختلفة. ثانيا النطق يختلف في الدارجة، نميل لنختصر الكلمات ونسهلها. هل حبيت تعرف أكثر ولا عندك سؤال محدد؟ Justement, en fait, j'aimerais parler d'un point que je trouve pertinent. Le CSG de Saussure, donc Saussure, c'est le père fondateur, comme je le dis souvent, c'est celui qui a fondé la science, donc la linguistique. Et sur le CSG, c'est un peu notre Bible à nous, de linguistes. C'est vraiment une référence. Et c'est pas complet, il n'a pas tout fait, mais il y a quand même les bases. D'accord. Saussure, il dit que les changements phonétiques vont produire un changement morphologique qui va par la suite produire probablement un changement sémantique. Donc, quand il y a un mot arabe qui change phonétiquement, nous, on a tendance à penser que c'est simple, c'est pas quelque chose d'énorme. Mais avec le changement phonétique, il va produire un changement morphologique. À un moment donné, quand le mot, quand il va évoluer, tu vas plus reconnaître le mot. Et donc là, il devient un mot d'une autre langue. Ah, donc c'est comme ça que il est dérivé. Ok, c'est comme ça que de nouvelles langues se créent. Oui. Par exemple, le français. Donc c'était un dialecte latin. Donc il y a des mots en latin qui ont évolué. Par exemple, main. En français, on dit main. En portugais, en italien, je pense qu'on dit ma. C'est pas un changement énorme. Oui. Ou là, 1, 2, 3. En espagnol, c'est... Voilà, c'est pas un changement énorme. Nous, si on trouve un mot qui se ressemble entre algérien et arabe, on dit que non, c'est arabe. Non. Il y a eu un changement phonétique et à un moment donné, après un siècle, on va plus reconnaître ce mot parce qu'il va changer encore. Ok. Donc, de la même façon que le français est évolué du latin, l'algérien est évolué de l'arabe, entre autres. Oui, pas complètement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la base qui était berbère et aussi le punique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les traces à le punique. Par exemple, les mots interrogatifs en algérien, pour dire shhal, par exemple, shhal c'est amazirt. Mais pour dire wishrak, kifesh, waqtesh, besh, c'est des mots interrogatifs qui soit on les utilise pour exprimer la cause, la raison, ainsi de suite. Et donc le ch, le son ch, il est présent dans tous les mots interrogatifs. Et dans le punique, le ch, c'était un pronom relatif qu'on utilise. D'accord. C'est aussi l'équivalent de not en anglais. Voilà, la négation, c'est vrai. La négation en algérien se fait avec ma, ch. Et donc ça, le ch, il est présent dans la négation et aussi, parce qu'il était un pronom relatif, et aussi les mots interrogatifs. Et il faisait partie, c'est punique. Donc on a tendance à tout lier à l'arabe, alors que le punique, comme je l'ai dit, c'est une langue sémitique qui ressemble beaucoup à l'arabe. Donc on ignore ça. Ok. Ouais, c'est intéressant. Après, j'aimerais un jour dire un livre en arabe, vu que d'ailleurs je vois ChatGPT qui parle en delja. C'est pas vraiment, c'est pas de la delja qu'on entend tous les jours, mais au moins il utilise quelques expressions et quelques mots, et ça c'est très bien. Et le fait qu'il arrive à me comprendre quand je lui parle en delja, je trouve que c'est incroyable, et je trouve que ça va participer à la sauvegarde de notre culture. Et c'est un peu bête que la sauvegarde de notre culture soit faite par des entreprises étrangères. Après, tu sais, justement, quand on parle de sauvegarde, la meilleure façon de sauvegarder une langue, c'est qu'elle continue à être une langue maternelle. C'est vraiment la meilleure façon pour garder la continuité, enfin la sauvegarde de cette langue-là. Ouais. Donc c'est pour ça, nous, on est 46 millions d'Algériens. Oui. C'est pour ça notre langue à nous, elle n'est pas du tout, c'est une langue vivante, c'est pas une langue morte. L'arabe, pour parler justement de l'arabe scolaire, c'est la langue maternelle de personne. Non.
Ils n'ont pas réussi. C'est une langue qui est reconnue comme officielle partout dans tous les pays arabes et ils ont échoué. Ça dure que depuis des siècles et c'est pas la langue qu'on parle quotidiennement. Pourquoi tu penses que l'arabe a échoué dans le monde arabe, mais par exemple le français n'a pas échoué pour convaincre tous les Français à parler français ou bien tous les Italiens à parler italien? Pourquoi le latin il a échoué? Pourquoi le latin? Est-ce qu'il y a eu une politique pour latiniser l'Europe? Je pense pas. Alors, c'est pas trop ça, mais en fait, le français, il était un dialecte. D'accord. Donc, l'arabe, les circonstances dans lesquelles l'arabe a été reconnu comme langue officielle, elles sont très compliquées. On dit que le Coran, il n'a pas été révélé juste en arabe, mais en 7 dialectes. Et puis, ils ont utilisé, les Arabes, à ce moment-là, ils parlaient 7 dialectes. Parmi eux, l'arabe. D'accord. Et puis, il y a eu l'arabe qui était devenu comme langue officielle reconnue. Donc, c'est une langue... on n'a pas trop accès à l'arabe. Je trouve que ce n'est pas une langue très facile à maîtriser. On dit que c'est une langue sacrée parce que le Coran il a été révélé en arabe. Tout comme la Bible elle a été révélée en latin. Et puis il y a des linguistes qui disent que le Coran il touche à d'autres langues. Pas que l'arabe. Après ça, je ne suis pas trop sûre, mais il y a des linguistes qui ont travaillé sur ça. D'accord, d'accord. Donc je pense que c'est son caractère sacré qui la rend pas trop... C'est pas une langue naturelle. Tu vois, notre langue à nous, l'algérien, c'est une langue naturelle, spontanée qui se... Ok, c'est pour exprimer des situations de tous les jours. Oui, et qui arrive à se transmettre d'une génération à une autre. Ok. L'arabe, c'est une langue scolaire qu'on utilise dans l'administration, ça dépend quelle administration, dans la télé, mais dans la vie de tous les jours, on ne trouve pas des gens qui parlent arabe Fusha. Tu sais, j'ai des amis français, et quand ils me parlent en français, leur français est très différent du français utilisé à l'école, du français utilisé sur des revues scientifiques et tout ça. Donc, je me dis que tu peux pas vraiment utiliser la forme du français qui est utilisée sur un papier académique pour parler de ton quotidien de tous les jours. Dans quel sens? Parce que moi, j'ai des amis français, je communique avec eux le plus normalement beaucoup possible. En verlan. Ah oui. Ouais. Je mets direct un logiciel dans ma tête qui reforme les mots. Ils disent beaucoup de mots en verlan. Il y a des expressions qui sont utilisées que j'ai jamais... par exemple, si tu vois un texte de chanson de rap, c'est très différent de... Oui, le rap, c'est... Ouais. Il y a des codes. Mais le rap, ça vient... Voilà, il y a des codes. Et le rap, ça vient de la rue. Donc c'est comme ça que les gens parlent dans la rue. Donc c'est pas vraiment la même chose. Après, je pense pas qu'on peut généraliser. Parce que moi, quand j'étais en France, je parlais avec tout le monde le plus normalement possible. Et j'ai des amis. Il y a quelques... comment on dit ça? Différence? Non, le verlan, c'est ça. Ouais. Mais j'arrivais à comprendre. Parce que nous aussi, des fois, il y a les mêmes termes. Après, j'arrivais à communiquer le plus normalement possible. Donc peut-être que c'est difficile. Il y a des gens qui font ça plus que d'autres. Peut-être que c'est difficile d'utiliser la langue arabe qui est utilisée dans le Coran pour parler de choses sacrées. C'est difficile à l'utiliser pour parler de choses tafhin, de choses... Oui, mais après, il ne faut pas oublier, en fait, à un moment donné, ils ont modernisé l'arabe. Il y a eu la modernisation de l'arabe pour le rendre beaucoup plus facile, parce que sinon, ça aurait été quasiment impossible de l'apprendre déjà. C'est très difficile. Mais il y a eu la modernisation de l'arabe pour le rendre encore plus facile, tu vois, et plus moderne. Mais même comme ça n'a pas marché. Après, par contre, j'ai lu Les Mille et une Nuits. Pourquoi on a des problèmes? Moi, je trouve qu'on a des problèmes au sein de notre société. Je pense qu'en tant qu'Algérien, on a un problème avec notre identité et je pense que c'est très important. Et ça a des conséquences. Et tu penses que c'est à cause d'une mauvaise gestion politique? Oui, je pense que c'est une crise identitaire. Et c'est très profond. Et
c'est juste dommage de nier son histoire, de ne pas connaître son histoire. Moi, j'aurais aimé apprendre notre histoire à l'école, par exemple. Genre vraiment comprendre notre histoire, tu vois. On va te dire qu'on est en train d'apprendre notre histoire à l'école. Mais quelle histoire? Moi, je parle de toute l'histoire, depuis les Berbères jusqu'à aujourd'hui. Les Romains, les Vandales, les Turcs, les Espagnols. C'est vrai que c'est pas dans le curriculum algérien, c'est vrai. Oui, on aurait aimé parce que c'est là notre identité. Oui, on ne parle pas de Massinissa ni de... Non, en fait, je pense au primaire, il y a un chapitre pour ça, mais c'est très mal fait. Parce que moi, on a fait Daoula Zianiya, Daoula Hamadiya, Daoula Rostomiya, mais j'avais rien compris. Oui, j'avais rien compris. Mais après, tu sais... j'avais pas vraiment appris l'histoire à l'école. C'est que en sortant de l'université que j'ai eu assez de temps pour m'intéresser à l'histoire, pour apprendre un peu l'histoire. Par exemple, ma récente découverte, c'est et quand je dis ça aux gens, ils me croient pas, mais c'est vrai. Alors avant, j'avais un peu un problème avec l'Empire romain. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'Empire romain a fait faillite en 450, quelque chose comme ça. L'an 450, 400 quelque chose. 446, je crois. Et depuis, il y avait plus l'Empire romain, mais par contre, il y avait un autre empire qui s'appelle l'Empire byzantin. Oui, en fait, les Byzantins, c'est côté ouest, je pense, de l'Empire romain. Ils parlaient latin et ils parlaient une autre langue. Moi, je pensais que c'était... Non, c'était pas du tout ça. En fait, ce qui s'est passé... Pourquoi je trouvais ça bizarre? D'abord, parce que quand tu vois, par exemple, les films comme Risala, il y a Khalid ibn Walid qui va se battre contre les Romains. D'accord? Après la mort du prophète, les musulmans ont commencé par chasser les Romains de la péninsule arabe. D'accord? Mais c'est assez bizarre parce qu'à l'époque, les Romains, Rome aurait déjà dû ne plus exister. Après, je n'ai pas les dates concernant cette région-là, mais je sais qu'ils ont occupé notre région 40 ans avant Jésus-Christ. Ok. Mais là, je parle du fait que, officiellement, si tu cherches sur Google, Mais Google, c'est pas toujours une source fiable. C'est ça. Comment on dit the fall? Quand est-ce que l'Empire romain a tombé? Ils vont te dire, voilà, le 5e siècle. Mais par contre, le prophète musulman est arrivé au 6e siècle. D'accord? Les Arabes ont combattu les Romains au 6e et 7e siècle. Oui. D'accord? Donc, comment ils ont pu combattre les Romains au 6e et 7e siècle, alors que les Romains ont dû ne plus exister au 4e siècle? D'accord? C'est les Byzantins ils ont combattu les Byzantins plutôt. Mais en fait, ce n'est pas le cas. L'Empire romain a existé jusqu'à 1476. Et les historiens européens l'ont appelé Empire byzantin entre 400 quelque chose jusqu'à 1400 quelque chose. D'accord. Tu vois? Donc, il y avait des raisons politiques pourquoi ils voulaient l'appeler Empire byzantin, parce qu'à un certain moment durant la Renaissance, en fait, le mot byzantin a été introduit 3 siècles après la disparition du soi-disant Empire byzantin. D'accord. Tu vois? Donc, les soi-disant byzantins ne s'appelaient pas eux-mêmes byzantins, ils s'appelaient romains. Tu vois? Et tout le monde se référait à eux comme romains. Tu vois? Et ce n'est que... Après, les Byzantins, leur capitale, c'était à Istanbul maintenant. Oui, c'était à Constantinople, qui est aujourd'hui nommé Istanbul. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que en 460 quelque chose, les Romains étaient occupés à se battre contre les Perses. Et du coup, il y avait 2 capitales de l'Empire romain. Il y avait la capitale romaine, Rome,
Et puis, il y avait une autre capitale qui a émergé, c'est Constantinople, parce qu'à un certain moment, Constantinople était beaucoup plus... était meilleur stratégiquement par rapport à son emplacement géographique. Et aussi le fait que les choses se passaient à l'est. Et elle est beaucoup plus proche, des Perses, on va dire. Des Perses. Et du coup, à un certain moment, l'empereur romain s'est établi à Constantinople. Et c'est depuis ce moment que les Européens ont décidé que ce nouvel empereur, ce n'est plus un empereur romain, c'est un empereur byzantin. Et pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'en fait, durant la Renaissance, ils voulaient retourner à l'ancienne capitale, peut-être. Non. Plutôt, ils voulaient redonner à l'Europe sa forme durant l'Empire romain. Et il racontait à cette époque que l'Empire romain, c'est l'empire qui n'est jamais tombé, qui n'a jamais perdu, etc. Mais après, à un certain moment, ils vont lui dire, écoutez, l'Empire romain a perdu contre les Ottomans en 1400 quelque chose. Et là, on disait, ah non, c'était pas des Romains qui ont perdu contre les Ottomans, c'était des Byzantins. Ah oui. Tu vois? Et donc, c'est un terme un peu raciste. Et c'est aussi le fait qu'il y a certains historiens européens qui n'arrivent pas à accepter que l'Empire romain puisse avoir sa capitale. Cette réputation. Non, qu'il puisse avoir sa capitale dans l'Est plutôt que dans l'Ouest. Donc voilà. Mais l'Empire byzantin n'a jamais été appelé l'Empire byzantin. Il a été appelé l'Empire romain. Toujours. Tu vois. Donc ça, c'est un truc que j'ai découvert récemment. Donc, vraiment, l'histoire qu'on nous a racontée à l'école, faut vraiment revoir ça. Mais c'est ça, ça contribue justement à notre ignorance. Ouais, c'est ça. En ignorant notre histoire, et celui qui ignore son histoire, celui qui dévalorise sa langue, il se dévalorise soi-même. Oui. Après, ici en Algérie, en tout cas, je sais que c'est le cas dans pas mal de pays dans le monde. Mais ici en Algérie, la qualité de l'enseignement est très pauvre. Le budget qu'on consacre à l'éducation est très 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 bas. Donc voilà, donc il faut peut-être changer ça. Après, même avec le budget, je pense que c'est des choix politiques plutôt. C'est pas une question de budget. Pourquoi nous a appris... Pourquoi moi je connais toute l'histoire de France et toute l'histoire de l'Empire ottoman et je connais pas mon histoire à moi? C'est bizarre. Tu vois, c'est bizarre. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Et pour les langues, justement, un autre point, les colonisateurs, donc les Français quand ils étaient là, c'est une technique assez... c'est une bonne technique, on va dire, si on veut dévaloriser quelqu'un. On dévalorise sa façon de parler, par exemple. Et toi, tu te sentiras mal à l'aise. Si on te dit que tu as fait des erreurs, tu parles mal et tout. Donc, déjà, la France, quand elle était là, notre langue, donc l'algérien, ça a été enseigné comme arabe vulgaire ou langue vulgaire. Et d'ailleurs, mon école à moi, là où j'ai fait mes études, donc l'ENS, qui était l'école des lettres et sciences humaines, ils ont enseigné ce module-là qui s'intitulait arabe vulgaire. Et donc, après la décolonisation, donc déjà après l'indépendance, c'est très dévalorisant. Oui, péjoratif. C'est dénigrant. Et après l'indépendance, nos politiciens, ils ont continué sur la même route, quoi. Ils ont continué à dévaloriser notre langue à nous, en disant c'est un dialecte, tu vois. Donc c'est dommage en quelque sorte. Oui. J'espère que ça va s'améliorer, mais je sais pas. On a déjà fait un podcast ensemble. Je sais pas si... mais voilà, Joe Radio, et on a parlé de ça, et je pense que c'est à cause de ça que le podcast n'a jamais été publié. Oui, après, je sais pas pour quelle raison exactement. Oui, parce que, non, pour moi, c'est un peu évident maintenant. En rétrospective, c'est un peu évident. Parce que c'est
quand même, quand on dit que le budget, le fait de dire qu'il y a on n'a pas seulement parlé du budget. Oui, on a parlé beaucoup de choses. On a parlé Après, de beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas si c'était peut-être la responsable, celle qui menait le programme là. Peut-être que c'était son propre choix à elle. Je ne sais pas, franchement. Je ne sais pas non plus. Ouais. Oui. Mais c'est pas grave. Oui. Pas grave. Après, pour la question linguistique, on espère qu'il y aura des évolutions. Moi, je suis un peu optimiste parce qu'il y a des jeunes comme moi qui travaillent sur les questions linguistiques. Il y a des gens qui veulent que l'algérien soit reconnu comme langue, tu vois. Il y a des linguistes, il y a des... Même avant, enfin, tu vois. Donc ça, c'est bien. Ouais. D'un côté. Ouais. On est optimiste. Alors, on avait terminé notre podcast, mais on a décidé de le relancer parce que j'ai découvert ce document que tu avais avec toi. Oui, et c'est un peu la timeline de l'histoire algérienne. C'est ça, effectivement. Donc, d'où est-ce que tu as eu ce document? Comment tu l'as... Donc, c'est une synthèse qui a été faite à partir de ma lecture d'un livre d'un sociolinguiste algérien qui s'appelle Mohamed Ben Alabah. Okay. Il a retracé l'histoire, effectivement, de l'Algérie ou du Maghreb, mais beaucoup plus de l'Algérie, on va dire. Okay. Parce que, justement, pour comprendre les questions linguistiques, c'est très important de revenir à l'histoire. D'accord. Donc, est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé depuis quand? Depuis 800 avant Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Donc, en fait, mais au tout début, il y avait les Berbères qui étaient des autochtones, qui avaient leur propre langue, le berbère, et qui s'écrivait d'ailleurs, pour donner un détail, qui s'écrivait en berbéro-lébique. C'est l'ancêtre de l'écriture d'aujourd'hui, tafinar. Ok. Voilà. Et puis, donc, il y a eu la construction de Carthage, en effet, en 1860 avant Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oui, par les Phéniciens. Donc, les Phéniciens qui ont le punique comme langue, ils sont venus de l'actuel Liban. D'accord. Ils ont construit Carthage. Donc, 40 ans avant Jésus, il y a eu les Romains qui sont venus. Donc, les Romains, ils parlent latin. D'ailleurs, pour ajouter un détail, il faut savoir que le latin contient des traces berbères et vice-versa. Le berbère aussi, il a eu des traces latines. D'accord. Et il y a des écrivains qui en témoignent. Donc, par exemple, Apulée de... Comment il s'appelle? Apulée de Ladore. Celui qui a écrit le tout premier roman dans l'histoire, en fait. C'est un Algérien. Oui, c'est un berbère. Comment ça s'appelle? C'est Omer... Apulée de Mador. Apulée de Mador, c'est ça. D'accord. Et le livre, c'était Landor. Oui. Oui. Donc, lui, quand il a écrit... C'est Homer, je pense. Homer. Ouais, je pense. Son nom, c'est... Apulée de Moi, je pense que c'est Apulée de Mador. Et Mador, d'ailleurs, c'était une université. Est-ce que tu le sais? Non. C'est où? On dit que c'est la plus ancienne université. Mais en fait, elle n'est pas classée parmi les plus anciennes universités parce qu'elle n'existe plus maintenant. Il n'y a pas des traces. Elle est classée beaucoup plus l'héritage archéologique. Tu vois, le patrimoine archéologique. D'accord. Alors, c'est... Appelé... Oui. C'est juste. Appelé, oui. Continue. Donc voilà, comme je disais, le latin, en fait, il contient des traces berbères et vice-versa. Et puis, en 455, il y a eu les Vandales qui étaient venus, qui parlaient latin et qui parlaient une autre langue. Je pense que c'est le gothique, je crois. C'est une langue germanique. Mais ils n'ont pas laissé de traces parce qu'ils sont restés là, je pense, une vingtaine d'années, tu vois. D'accord. Donc, après, les Berbères s'unissent à nouveau pour construire des royaumes. Et les Byzantins, que toi tu appelles les Romains. Oui, je les appelle les Romains. Oui. Comme ils se faisaient appeler eux. Oui. Étaient revenus. Pour moi, ils parlaient latin, donc... Voilà, donc ils parlaient latin, donc ils étaient revenus. Et en 647, les Arabes sont venus. D'accord. Et donc, quand les Arabes sont venus, ils ont déclenché la guerre contre les Berbères et les Romains. Alors, là, leur souci, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était la religion. Donc, ils voulaient convertir les Berbères, parce que, pour info, les Berbères certains étaient des païens, certains des chrétiens.
Donc, il y avait vraiment une variété, on va dire, tu vois, ça coexistait. Donc, la religion n'avait pas vraiment un poids, c'était pas prioritaire. Oui. Ensuite, alors, il y a eu des résistances, beaucoup de résistances. Donc, il y a eu Koussaïla qui a résisté au début. Donc, au début, c'était les Arabes qui ont pris le pouvoir. Ensuite, Koussaïla, il a tué Uqba ibn Nafi'. Ils sont repartis. Ensuite, ils sont revenus avec un renfort de la Syrie, qu'ils ont ramené de Syrie. Oui. Et encore une fois, il y a eu Dehiya, une berbère qui a résisté, qui a tué Uqba ibn Nafi'. Plutôt non, Uqba ibn Nafi', il a été tué par Koussaïla, un autre chef arabe qui était venu. Donc elle l'a tué. Les berbères ont repris pouvoir. 5 ans après, les Arabes sont revenus avec un renfort d'Égypte. Voilà, donc c'est quoi ça? En 711, en 711, il y a eu la conquête de l'Espagne par un berbère. Le chef, c'était un berbère musulman, Tariq ibn Ziyad. Oui. Et donc, oui, une information importante, c'est que les Arabes, quand ils étaient venus ici, ils envoyaient souvent des berbères pour faire la guerre ailleurs. Oui. Chose qui n'était pas trop agréable, on va dire, pour les berbères. Pas trop apprécié. C'est ça. En 1811... Comme les Français l'ont fait durant la Première et Deuxième Guerre mondiale. Exactement. Oui. C'est ça. En 1811, beaucoup de berbères se convertissent. Il y a ceux qui l'ont fait pour ne pas payer des impôts. En 811. Oui. Mais après, par la suite, une majorité, donc beaucoup de berbères se sont reconvertis. En fait, par rapport à ça, dans tout le monde arabe, on trouve les non-musulmans, c'est des gens qui sont un peu aisés, très éduqués et issus de familles riches. Parce que le système de taxes dans un empire musulman, c'est soit tu es musulman et tu paies un pourcentage de ton... un pourcentage de ton argent. Donc c'est 2,5% en tant que ils leur zakat. prenaient beaucoup plus leur agricole. En fait, quand tu n'es pas musulman, tu dois payer une somme fixe. C'est ça. Donc, soit tu es capable de payer et de rester, c'était le cas. Et de rester chrétien ou bien juif, soit c'est plus convenient pour toi de te convertir à l'islam et de payer 2,5% de ce que tu as, qui pourrait être beaucoup moins que cette somme fixe qui est payée par les non-musulmans. Donc c'est pour ça que les non-musulmans qui existent en Palestine, en Égypte, dans le Moyen-Orient, c'est des gens qui sont éduqués, c'est des gens qui sont assez aisés et tout. Donc voilà. Ouais, continue. C'est ça, c'est pourquoi beaucoup de berbères se sont convertis juste pour ne pas payer des impôts. Absolument, et je pense aussi c'est contradictoire parce que c'est pas normal que des étrangers viennent sur ta propre terre, ils prennent le pouvoir et encore tu payes des impôts sur ta propre terre pour vivre dans ta propre terre. Oui. Ce qui n'est pas évident. Donc, après, on a pendant longtemps l'arabe... Oui, donc pendant longtemps, effectivement, l'arabe, le latin, le phénix ont coexisté. Et à ce moment-là, pour les berbères, l'arabe, c'était une langue supérieure. Parce que les arabes, ils se présentaient comme ça. Ils avaient cette idée-là qu'on est supérieur, notre langue est supérieure. Notre langue est sacrée. Exactement, c'est ça. Alors qu'en linguistique, on ne parle pas de langue supérieure, mais bon. Après, la résistance berbère pour plusieurs raisons. Voilà, donc après, je t'avais parlé de ça tout à l'heure, il y a un chef berbère qui a envoyé une lettre pour dire que voilà les raisons pour lesquelles on ne veut plus de votre roi, de votre autorité ici, parce qu'il y a l'injustice. On nous volait nos filles, on nous oblige à payer des impôts. Il y a la violence, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas vraiment une politique d'arabisation. Donc c'était la violence. Quand on trouve un berbère qui n'est pas musulman, c'était beaucoup plus la violence qui était utilisée comme technique, on va dire, tu vois. Après, donc, ils ont construit un royaume. Et le 8e siècle, les Arabes sont expulsés par les Berbères, voilà, qui fondent un royaume à Tihet qui est Tihet aujourd'hui. Après, il y a des villes qui ont refusé de s'arabiser, comme Tlemcen, à un moment donné.
Donc, à ce moment-là, il y a eu justement la majorité des Berbères qui étaient devenus musulmans. Et même en étant musulmans, ils ont trouvé que les injustices qu'ils ont subies, c'était pas fondé, tu vois, ni au nom de l'islam, ni ce qu'il faisait le prophète. Donc, ils ont su que les Arabes qui étaient injustes, ils ont compris que c'était vraiment que des excuses. Ok. Donc c'est pour ça qu'ils ont fondé leur propre royaume et c'était majoritairement musulman. Oui. Beaucoup de Berbères se sont arabisés, ils ont même changé leur nom. Et il y a eu des hommes de lettres comme Ibn Tumult qui sont berbères et qui ont écrit en arabe. Oui, j'imagine aussi Ibn Khaldun. Oui, après bon, Ibn Khaldun, je sais pas, j'ai pas son arbre. Ah, il est berbère, oui. D'accord. Oui. Mais il a écrit en arabe. C'est ça. Justement, Ibn Khaldun, il va écrire sur ça. Donc en 911, le royaume est envahi par les Fatimides. Et ça, c'était vraiment une catastrophe parce qu'ils ont tout ravagé sur leur passage. Ibn Khaldun, il a écrit sur ça, il a dit que c'est des peuples qui ont tout ravagé sur leur... Donc c'était assez barbare, on va dire. Ok. Et là, il y a les Banu Hilal qui viennent. Donc eux, ils viennent d'Égypte. Donc déjà, il y a une différence entre l'arabe de Banu Hilal et l'arabe des premiers arabes qui étaient venus. On dit que Banu Hilal, c'était des Bédouis. Des Bédouis, c'est ça? Oui. C'était des gens qui... Enfin, c'était pas le même arabe. Et donc, eux, les Banu Hilal, ils voulaient vraiment propager leur langue. Donc leur premier souci, c'était la langue et aussi les habitudes vestimentaires. Donc ils voulaient changer l'identité des Berbères. Et donc les Berbères qui étaient dans les villes, c'est ceux qui ont été impactés le plus. Parce que ceux qui ont été dans les montagnes, ils ont pu garder leur langue. Donc on dit aussi... c'est l'acculturation du coup. L'acculturation, exactement, c'est ce que j'avais écrit. Et donc là, on dit aussi que les Berbères étaient obligés de demander la permission des Arabes là pour se déplacer. C'est ce qui a été dit dans le livre en tout cas. Donc c'est une colonisation. Oui. D'ailleurs, quand on parle de langue de colonisation pour le français, j'aimerais leur dire, l'arabe aussi c'est une langue de colonisation. Le turc. Oui. Après, bon, les Turcs, ils disent que les Algérois ont appelé... Ah non, c'est pas... Mais tu appelles quelqu'un pour t'aider, pas pour rester pendant des siècles. Ouais. Après, alors des Berbères vont devenir arabophones, ça je l'ai dit. En 1991, des réfugiés juifs arrivent. Donc eux, ils parlaient hébreu et espagnol. D'accord. Et ils sont venus... de l'Andalousie. Oui, de l'Espagne et une partie du Portugal. Et après eux, donc en 1415, les Portugais viennent. Ils restent pendant 22 ans. C'est pour ça des fois on trouve des racines portugaises, des trucs comme ça, mais donc, ils n'ont pas vraiment laissé des traces. C'était très bref. Oui, 22 ans, c'est pas grand-chose. Et par la suite, en 1492, il y a les Arabes d'Andalousie qui reviennent. Après, en 1497, les Espagnols viennent, il reste 3 siècles. Par contre, les Espagnols, ils restent vraiment longtemps. Mais ils n'étaient pas partout. Ils n'ont pas dominé tout le territoire. C'est pour ça, aujourd'hui, on retrouve un lexique espagnol assez important dans notre langue. Comme Sandala, Cozina, Redda et tout. Et au XVIe siècle, donc, il y avait encore l'opposition berbère-arabe qui était toujours présente. Parce qu'il y avait un roi qui était à Tlemcen et qui avait... moi, j'ai regardé dernièrement le film La Dernière Reine. Et donc, si tu as regardé, il y a le roi qui a 2 épouses. La première, elle était berbère et l'autre, elle était arabe. D'accord. Et moi, je ne savais pas que c'était vraiment un fait historique. Et là, le roi de Tlemcen, ils avaient 2 épouses. Et la première, elle était berbère et la deuxième était arabe. Je pense que ça a été fait pour essayer de peut-être faire... Pour calmer les choses. Voilà, calmer les choses entre 2 groupes ethniques qui coexistent sur la même terre. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a eu des conflits justement entre ses fils. Un qui avait des origines berbères et l'autre arabe. Donc, on voit que l'opposition, ça n'a pas
ça ne s'est pas arrêté, tu vois. Ça a vraiment continué. Et en 1529, les Turcs viennent, donc parce qu'il y a des Algérois qui les appellent. D'accord. Et là, les Turcs, ils restent 3 siècles. C'est pour ça aussi, on a un bon pourcentage de mots turcs dans notre langue. Oui, alors, je disais, en 1529, il y a eu les Turcs qui sont venus, qui sont restés pendant 3 siècles. Et donc, après, il y a eu une sorte de lingua franca. Donc, lingua franca, c'est le fait que le turc, l'arabe, le berbère et l'espagnol ont coexisté ensemble. Ce qui a... donc, c'est un brassage linguistique, c'est un métissage, tu vois. Donc, il y a eu un certain mélange. Et là, par exemple, l'espagnol, c'est une langue latine qui fait partie d'une famille différente. Le berbère, c'est la famille berbère. L'arabe, c'est sémitique. Donc, le mélange, c'était vraiment un mélange, tu vois. Et donc, ça a coexisté jusqu'à la colonisation française. Donc, ça a continué même après. C'est pour ça, aujourd'hui, on retrouve un lexique très riche et très varié. Ouais. Et puis, avec la décolonisation, on sait que voilà, nos politiciens ont opté pour l'arabe comme langue officielle. Donc voilà, c'était en quelque sorte une synthèse que j'ai pu faire à partir du livre de Ben Alabah. D'accord. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre ça au début du podcast. Et... oui, tu verras comment... Parce que ça c'est une bonne intro et ça explique beaucoup de choses. Donc, oui, justement. Tu ne peux pas vraiment comprendre sans avoir le contexte. Sans avoir une idée sur l'histoire. Voilà. Ok, super. Donc, merci beaucoup et à la prochaine encore une fois.